J'ai dû recommencer la vidéo à cause de la caméra, le fichier était corrompu. Je suis dégoûté. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle histoire. J'ai jamais vu ça. Cette histoire, elle est tellement rocambolesque qu'honnêtement, s'il n'y avait pas eu de preuve de son existence, j'aurais jamais cru. Savez-vous à quel point c'est difficile de devenir pilote de ligne, médecin, avocat? Le mec qu'on va parler aujourd'hui, il a fait les trois. Cette histoire, c'est celle de Frank Abagnale et honnêtement, j'ai rarement vu une histoire aussi incroyable. Frank William Abagnale Jr. né en 1948 à Bronxville, au nord de New York. Frankie, je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, est enfant unique d'une mère française et d'un père américain qui a la particularité d'être un ancien militaire. Pour vous, ça signifie peut-être rien, mais le fait que son père soit militaire fait que Frank l'admire beaucoup. Les parents vont chouchouter Frank, surtout que c'est l'enfant unique de la famille, et Frank va bénéficier d'une éducation distinguée, ce qui fait qu'à l'âge de 10 ans, Frank se comporte déjà comme un adulte. C'est la vie rêvée pour Frank, il a des parents attentionnés, une belle maison. Qu'est-ce qui pourrait chambouler une telle vie? Le divorce. Pour ceux qui l'ont vécu, vous savez à quel point c'est dur pour l'enfant, surtout quand t'as 12 ans et que ça arrive un peu de nulle part. Les parents se disputent la garde de Frank et après quelques jours à négocier, ils ont la magnifique idée de demander à Frank avec qui il veut vivre. Honnêtement, j'ai pas vécu ça, mais je trouve ça horrible de demander à un gosse de 12 ans s'il préfère vivre avec sa mère ou son père. Frank va finalement choisir son père et il va apprendre à ses côtés l'importance de l'image qu'on renvoie. Pour le père de Frank, c'est très important parce que les gens ont plus tendance à faire confiance à quelqu'un de bien habillé. Perso, moi je me méfie encore plus des mecs en costume. Sauf que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et depuis le divorce, Frank et son père ils ont beaucoup moins d'argent. Ils vivent dans un petit appartement, il n'y a pas de baignoire et Frank lui, ça l'énerve. Il veut sa baignoire. Pour se faire un peu d'argent, il va utiliser les cartes essence Esso que son père lui confie, et au lieu de l'utiliser pour payer son plein comme tout le monde, lui, il va acheter des pièces de voiture pour les revendre. Il va changer les pneus de la voiture 20 fois en 2 mois et acheter 14 batteries. J'avoue, j'ai pas compris l'arnaque. Il va branler quoi avec 20 pneus? Quoi qu'il en soit, ce qui devait arriver arriva, et quelques semaines plus tard, le père de Frank reçoit une facture de plusieurs milliers de dollars, et ancien militaire oblige, c'est la case maison de correction pour Frank. Notre protagoniste regrette ses actes, son père a une dette à cause de lui, il a brisé sa confiance. C'est faux. En fait, malheureusement, ça va même faire l'effet inverse puisqu'il est complètement détaché de son dernier frein, et c'est la roue libre pour le début d'un des plus grands imposteurs de son temps, Frank Abagnale. Lui, frérot, c'est un imposteur, il achète des pneus et il sait pas quoi en faire, il va pas finir médecin. Au début, pour se faire un peu d'argent, il revend des objets volés en signant des documents de valeur pour les vendre plus cher que ce qu'ils valent réellement. Sauf qu'à force de faire des faux documents officiels, Frank il se rend compte qu'il imite super bien les signatures. J'ai mis 16 ans à faire à peu près la signature de mes parents, je suis dégoûté. Avec ce que je considère un super pouvoir, Frank a une idée pour se faire plein d'argent, les chèques. En fait, à l'époque, on pouvait simplement aller à la banque avec un chèque et c'était pas des machines qui les vérifiaient, c'était des humains qui regardaient à l'œil nu si les chèques étaient falsifiés. Vous voyez très bien comment ça va finir. Frank, à ce moment-là, il a que 17 ans et il sait très bien qu'à la banque, ça va jouer contre lui. Pour remédier à ce problème, Frank il va appliquer les conseils de son père, l'apparence. Il met en avant une mèche de cheveux grises qu'il a depuis la naissance, achète des lunettes et un costume de sapologue, et Frank fait maintenant presque 30 ans. Pour pas prendre trop de risques, il veut commencer avec 100 $. Notre ami fait donc son faux chèque, il s'invente un nom et une vie qui justifie ce chèque à encaisser, et quand il arrive devant le guichet, ça marche. Forcément, il est super content, je vous rappelle qu'il a 17 ans à ce moment-là, et quand il vient d'avoir 100 $, c'est comme s'il venait d'en gagner 10 000. Et en plus de ça, Frank, il a adoré se faire passer pour quelqu'un d'autre et que personne se rende compte de rien. En gros, Frank, son kiff, c'est de se foutre de la gueule des gens. Peu de temps après, Frank va essayer une nouvelle approche, se faire passer pour un agent de sécurité. Pour lui, c'est le bon moyen de vérifier si dans une tenue d'un professionnel, les gens le remarqueraient ou non. À l'époque, plein d'entreprises avaient des boîtes aux lettres privées pour y remettre des dépôts en liquide, notamment quand les clients avaient des dettes. Frank est au courant de ce fonctionnement, il enfile son costume d'agent de sécurité, scotche un bout de papier sur la boîte aux lettres et écrit « Boîte aux lettres hors service, merci de remettre l'argent à l'agent de sécurité. » Croyez-le ou non, mais tout le monde tombe dedans, même Frank il est surpris. Pour lui, c'est tellement gros que ça le fait rire, mais vous avez pas le droit de vous moquer. Non, parce que même vous, votre cerveau, il a pas encore tilté. Tiens, je vais vous poser une question. Comment une putain de boîte aux lettres peut être hors service? Personne se pose la question, ni même vérifie la boîte aux lettres et suit robotiquement l'instruction qu'on leur donne, c'est-à-dire donner l'argent à Frank. Quoi qu'il en soit, pour notre ami, le coup est réussi et il va continuer comme ça pendant des semaines. Au bout d'un moment, les patrons s'en rendent compte et arrêtent l'utilisation des boîtes aux lettres. Radical, mais Frank est donc contraint de changer d'arnaque, agent de sécurité, c'est plus pour lui. Maintenant, ce qu'il veut être, c'est pilote de ligne. Vous vous demandez sûrement pourquoi pilote de ligne. Je vous rappelle qu'on est dans les années 60-70 et à cette époque, le métier le plus classe des États-Unis, c'est pilote. L'image du métier est très reconnue, les pilotes sont toujours entourés de plein de belles hôtesses, ils ont des voyages gratuits et il apprend même que les séjours dans les hôtels sont payés par leur compagnie. Dans sa tête, c'est jackpot.
En plus, cette fois, Franck il a un peu de budget grâce à son ancienne arnaque et peut acheter un vrai costume de pilote. Il va utiliser son super pouvoir, se fait un faux badge et une fausse licence et est prêt à piloter un avion avec 200 passagers. Bon, évidemment, Franck, il est pas con, il sait très bien qu'il peut pas piloter un avion parce qu'il a pas les compétences, et pour voyager gratuitement, il va utiliser une méthode que je connaissais pas, les billets strapontins. Si comme moi vous saviez pas ce que c'était, en fait c'est des billets qu'on donne à des pilotes d'avion qui doivent se rendre dans un aéroport loin de chez eux. En gros, si vous voulez un exemple, si un pilote se trouve actuellement à Dubaï et qui doit faire le trajet Paris-New York pour dépanner, le voyage Dubaï-Paris est offert par la compagnie, comme ça il n'a pas besoin de payer de sa poche le voyage pour aller travailler. Franck, pour profiter de ça, il a juste à se créer des fausses missions de vol et à dire qu'il doit se rendre en urgence à une destination. En fait, il vient de débloquer le voyage rapide dans la vraie vie. Francky va donc en profiter un petit peu et va faire 2 millions de kilomètres, 250 vols, 26 pays visités, plusieurs fois le tour du monde. Le frérot, il s'est régalé. À côté de ça, il enchaîne les fêtes, il dépense sans s'arrêter, il vit sa meilleure vie. Et en plus, pendant cette vie de rêve, Franck rencontre l'amour avec une hôtesse de l'air qu'il a rencontrée, Rosalie. Au début, Franck est super content, sauf qu'il se rend rapidement compte que ça dérègle complètement sa vie d'escroc. Rencontre avec les parents, vacances en amoureux, projet de mariage, futurs enfants. Franck panique et décide, pour la seule fois de sa carrière, de dire toute la vérité à une personne. Mon vrai nom est Franck Abagnale, je n'ai pas 28 ans mais 19, et je suis un escroc. Rosalie est, comme vous en doutez, sous le choc, mais décide de le laisser partir et ne dira jamais rien à la police. Grâce au silence de Rosalie, Franck s'en sort, mais il le sait, il vient d'effectuer sa première erreur. Surtout que la rumeur d'un pilote qui aurait volé plus de 2 millions de kilomètres en quelques mois commence à se faire savoir et quelqu'un vient mettre le bout de son nez, le FBI. Franck n'a que 19 ans et devient l'un des mecs les plus recherchés par le FBI sans pour autant qu'il sache sa vraie identité. Un jour, alors qu'il marche dans un aéroport en tenue de pilote, Franck croise un policier qui vient le questionner. Il commence à stresser et instinctivement, Franck se dit que Rosalie l'a trahi. En fin de compte, pas du tout, le policier est juste fanatique d'avion et en bon gros fan, il pose plein de questions sur le métier de Franck. Franck arrive tant bien que mal à sortir de la situation, mais vient d'avoir la peur de sa vie. Pilote de ligne, c'est devenu trop voyant, donc il se calme un peu, il décide de faire un métier beaucoup moins reconnu. Et Franck, à ce moment-là, il y a deux choses qu'il kifferait faire. Aller au Mexique, ok, c'est un beau pays, je comprends, et faire médecin. Je vous jure, c'est vrai. Ni une ni deux, Franck prend un avion et s'autoproclame médecin pédiatre. Coup de chance, Franck rencontre un médecin qui lui dit qu'il a besoin d'un assistant, et au fur et à mesure de la discussion, le médecin est complètement hypnotisé par les paroles de Franck et décide de l'embaucher. Je sais pas ce qu'ils fumaient les médecins au Mexique, frérot, mais c'est une opportunité parfaite pour lui parce que le travail est plus administratif que pratique, et pendant 11 mois, Franck va se faire passer pour un médecin pédiatre. Mais que croyez-vous? Que Franck prend le métier à la légère? Ce serait bien mal connaître notre Francky national qui décide d'étudier la médecine sérieusement, en regardant Dr House. C'est pas une blague, il se dit que regarder des séries et des films c'est parfait pour apprendre le vocabulaire de la médecine, mais rassurez-vous les étudiants en PACES, Franck galère et se rend compte que c'est beaucoup plus dur que ce qu'il pensait. Il se rend compte surtout d'une chose très importante, il est plus en train de jouer au faux pilote dans un avion à rester assis pendant des heures, maintenant il y a des vies en jeu. Un jour, une femme accouche et il y a un problème. Le bébé qui vient d'être accouché a du mal à respirer et pour un problème comme ça, c'est pas la sage-femme qu'on appelle, mais un docteur. Là, grosse goutte de sueur sur le front de Franck parce qu'il sait très bien qu'à ce moment-là, le seul docteur présent à l'hôpital, c'est lui. Il est donc obligé de prendre la situation en main, sauf qu'immédiatement, il a un gros coup de pression. Franck perd complètement ses moyens et à la vue du sang couplé par le stress qui l'envahit, trouve un moyen d'aller aux toilettes et vomit. Après s'être à moitié évanoui, Vomito revient dans la salle et constate que par chance, le bébé respire. Bon, même si tout va bien, Francky il vient d'avoir un gros coup de pression et il décide le lendemain de démissionner. Franck se retrouve donc sans emploi et surtout le FBI continue de le chercher. Il apprend un peu par hasard qu'il est tellement recherché qu'il y a même une équipe du FBI qui est affiliée à l'affaire de Franck uniquement. Une fois par mois environ, Franck croise les agents du FBI et change de destination. Un jour, en manque d'idées, Franck retourne chez lui aux États-Unis et dans l'avion recroise une ancienne collègue. Les deux amis parlent et au fur et à mesure de la discussion, Franck explique qu'il a arrêté son métier de pilote pour se réorienter. Forcément, la femme s'interroge et demande à Franck ce qu'il compte faire. Franck improvise et sort le premier diplôme qui lui vient à l'esprit, avocat à Harvard. Pour le coup, là, Franck, il est pas très intelligent dans son choix de mensonge et les répercussions sont immédiates. Son ancienne collègue lui dit qu'elle connaît le procureur et qu'il cherche des avocats et qu'elle va tout faire pour le pistonner. Franck se rend compte qu'il est dans la sauce et regrette amèrement cette phrase. C'est faux, il est super excité à l'idée de devenir avocat, d'aller dans un tribunal alors que même lui est recherché par le FBI. C'est décidé, à la fin du vol, Franck apprend le métier d'avocat. En regardant des films et des séries, il est persuadé que ça fonctionne. Et après quelques semaines, Franck se dit qu'il est prêt et participe à l'examen du barreau. Croyez-le ou non, mais ce fou réussit l'examen. Bon, je sais ce que vous allez dire, Maxence c'est un imposteur, il a forcément triché ou trouvé une faille,
Mais le problème, c'est qu'il y a deux choses qui viennent contredire cette hypothèse. Déjà, l'examen du barreau, pour ceux qui le connaissent, ils savent que c'est super dur de tricher, notamment aux épreuves oraux. C'est quasiment impossible. Et en plus de ça, à côté, plusieurs années après l'affaire, il sera interrogé avec des détecteurs de mensonges et des inspecteurs psychologues, et tous sont unanimes, il ne ment pas. Bref, est-ce qu'il a triché ou non? Quoi qu'il en soit, grâce au piston de son ancienne collègue, Franck se met à travailler pour le procureur. Après plusieurs mois, il adore le métier et se sent assez légitime pour commencer à faire des cours à des étudiants. Je suis abasourdi par le culot du type. Les élèves suivent donc des cours d'un mec qui n'a jamais étudié en droit et qui en gros ses connaissances se résument à la série Murder, mais devinez quoi? Franck surprend tout le monde. Les élèves l'adorent tant il est captivant et devient très rapidement un professeur renommé. Franck pense avoir trouvé le métier parfait, mais malheureusement le FBI se rapproche de plus en plus de lui et il est contraint de déménager. À ce moment-là, même si le FBI ne connaît pas son identité, Franck sent que ça commence à sentir mauvais. Avant, il pouvait rester des semaines dans une ville, alors que maintenant, quelques jours après son arrivée, il recroise automatiquement les agents du FBI qui le pourchassent. En fait, le FBI, il est tellement proche que Franck va passer à 2 doigts de se faire avoir. Alors qu'il est en cavale, Franck va tenter de prendre un énième vol. Pour ça, il redevient pilote de ligne, juste pour pas payer, rien d'autre. Et avec une autre identité et une autre licence, sauf que ce jour-là, les policiers sont postés pour vérifier l'authenticité des badges des pilotes. Au passage de Franck, le policier doute de sa licence et comme il sait qu'il y a un imposteur qui rôde, décide de ne prendre aucun risque et l'emmène au poste. Franck, il est pas bien du tout, il appelle un avocat et il fait tout pour se tirer d'ici au plus vite. Il sait que si le policier appelle le FBI, c'est fini. Franck se décompose et voit malheureusement le policier prendre le téléphone et appeler le FBI. Après plusieurs secondes, le policier repose le téléphone, le reprend et rappelle le FBI. Encore quelques secondes plus tard, le policier s'énerve, tape le téléphone et rappelle le FBI. Le FBI ne répond pas. Franck, il a une chatte, c'est monstrueux. Comme personne ne répond, l'avocat réussit à faire sortir Franck de sa cellule et il est de nouveau libre. Je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais même si le père de Franck est américain, sa mère elle est française. Il y a toujours un lien entre la France et l'arnaque. Après s'en être miraculeusement sorti, Franck se souvient de la ville de naissance de sa mère, Montpellier, et décide de prendre un avion pour fuir les États-Unis en direction de la France. Vous connaissez la chanson qui dit changement de pays, dit changement de métier, et Franck décide de devenir écrivain. Il s'arrête jamais. Trouvant pas de film et de séries sur le sujet de l'écriture, il a pour projet de s'inscrire à une université de littérature pour avoir un vrai niveau. Enfin, Franck écrit plusieurs livres en vue de devenir un grand écrivain, mais au bout de 4 mois, il est retrouvé par la fameuse équipe du FBI qu'il cherchait encore depuis tout ce temps. Je sais, c'est ultra brusque, et vous vous dites sûrement comment est-ce qu'ils ont fait. Et en fait, Franck, il a juste pas eu de chance. C'est tout. Alors qu'il se baladait dans la rue, la seule hôtesse d'Air France avec qui il avait flirté se trouvait à Montpellier au même moment. Elle avait vu les recherches du FBI et elle était persuadée que c'était lui qui était recherché. En voyant Franck, elle décide de suivre Franck jusqu'à son domicile, de prendre en photo son adresse, sa plaque d'immatriculation de voiture et de tout envoyer au FBI. Forcément, c'est beaucoup plus simple. Un soir, Franck sort de chez lui et tombe nez à nez avec la fameuse équipe qui croisait aux États-Unis, sauf que cette fois, ils savent que c'est lui. L'enquêteur en chef lui ressort toutes ses identités, dont la vraie, Frank William Abagnale Jr. Frank a 21 ans au moment de l'arrestation et après plusieurs mois va au tribunal pour son jugement et il écope de 12 ans de prison. Après son arrestation, malheureusement son histoire se fait savoir et le nombre de fraudes bancaires explose. Au bout de 4 ans, le FBI est submergé par le nombre d'affaires de fraude bancaire qu'ils prennent et se souvient de l'existence d'un certain Frank Abagnale qui rôde en prison. Ils se souviennent de son talent pour faire des fausses signatures et ils sont persuadés qu'il arrivera à reconnaître en un coup d'œil un faux chèque d'un vrai. D'abord malfrat pendant toute son enfance, Frank coopérera avec l'équipe qui le traquait pendant tout ce temps et deviendra un agent clé pour lutter contre les fraudes bancaires et les faussaires. Fin de l'histoire de Frank Abagnale, j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Je trouve ça incroyable comment, avec un peu du jeu dans les années 70, tout était possible. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, 1/10 de Frank, ce serait déjà super compliqué à faire. Le coup de la boîte aux lettres, honnêtement, je m'en suis toujours pas remis. J'ai découvert l'histoire en regardant le film Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Je vous le conseille, franchement, il est génial. Sur ce, n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos. Ciao!